Bonjour et bienvenue aujourd'hui à ce webcast que nous organisons en compagnie de messieurs que l'on va présenter dans quelques instants. Donc le sujet, c'est celui de l'état des lieux du marketing automation B2B. Pour m'accompagner pour la présentation, je vous invite à vous présenter Christian Neff de Marketing. Bonjour, moi je m'appelle Christian Neff, je suis le fondateur et le dirigeant de Marketing. Donc on travaille sur ces sujets de la transformation digitale du marketing et des ventes depuis 2012. Et on se veut la synthèse entre une agence, un cabinet de conseil et un intégrateur. Et puis on a été amené à travers ces différentes années à emprunter le chemin du marketing automation avec pas mal de clients, à peu près 150 entreprises depuis les 6 dernières années. Et du coup, je suis très content qu'on parle enfin de ce sujet-là en France. Et du coup, je passe la parole à toi, Olivier, pour te présenter. Oui, donc bonjour, Olivier Bérard, Adobe Marketo, parce qu'il y a une activité de ce côté-là. Donc ancien responsable marketing B2B il y a quelques années, depuis autour du marketing sans discontinuer, que ce soit dans les activités des acteurs d'agence ou en accompagnant des clients sur tout ce qui est marketing automation, analytique du marketing, cognitif du marketing, pour les aider à établir leurs besoins, fabriquer des business cases et les accompagner dans le succès de leurs projets. Très bien. En plus, ensuite, on passe à Guillaume Aurine de Salesforce. Bonjour à tous, Guillaume Aurine, je suis directeur marketing produit, je m'occupe de la marque et de la stratégie produit pour la France, pour Salesforce. Donc très heureux d'être là et d'être parmi vous pour ce sujet qui est au cœur en ce moment de toutes les actualités chez les clients. Comment être le plus percutant en marketing automation et le plus performant. C'est un sujet qui date un peu, on en reparlera, mais très heureux en tout cas de faire cet exercice. Et bien sûr, Salesforce est un éditeur américain qui accompagne tous les clients sur les ventes, le marketing et le service, et maintenant sur l'e-commerce, puisqu'on a une plateforme B2C. Mais donc là, on se concentre sur le B2B aujourd'hui. Donc très heureux d'animer cet atelier avec vous. Très bien. Et puis Jules de HubSpot. Bonjour, Jules Pérignon, je suis Sales Manager France chez HubSpot, c'est un mot sexy pour dire que je suis responsable commercial. J'ai démarré en mars 2015 chez HubSpot en tant que premier commercial français et j'ai rejoint HubSpot pour deux raisons. La première, c'était la vision de la société, la vision de l'inbound marketing qui a été créée par HubSpot en 2006 et qui s'adapte parfaitement aux consommateurs aujourd'hui qui changent leur façon d'acheter. Et la deuxième, c'est la mission d'HubSpot à vouloir accompagner, aider des entreprises à mieux se développer. Alors qu'est-ce que c'est HubSpot ? HubSpot, c'est une plateforme de croissance avec un hub marketing, un hub sales et un hub service qui sont combinés avec un CRM complet et gratuit pour justement permettre aux entreprises d'attirer mieux leurs clients, interagir avec eux et les fidéliser. Très bien. Alors, en guise d'introduction et un petit peu pour faire un petit peu la synthèse, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que nous avons réalisé une étude de marché qui s'appelle The Digital Benchmark, qui est réalisée par le BG. C'est une étude de marché, mais c'est aussi un événement. Et les conclusions de cette étude seront remises à Berlin du 22 au 24 mai. Et Marc Intive, donc Christian, sera chargé d'animer cette session spécifique au B2B. Et c'est un point très important cette année, car on a décidé d'avoir le B2B comme un fil rouge tout au long de cet événement. Donc voici pourquoi ces messieurs nous rejoignent aujourd'hui. Et en guise d'introduction, je vous invite à nous donner un petit peu votre définition à vous du marketing automation et la spécificité B2B. Le marketing automation, pour moi, c'est un facilitateur puissant qui permet de rendre la vie meilleure à votre entreprise et à votre client. Parce qu'il va permettre justement de pouvoir mettre en place des actions répétitives à grande échelle, que ce soit pour plusieurs personnes, dans plusieurs pays ou dans plusieurs fuseaux horaires. Donc il facilite la vie du marketeur. Donc faciliter la vie, répétition, cible. Guillaume? Oui, mais c'est ça, et c'est surtout aussi créer une expérience client différente autour de la performance marketing, de pouvoir être percutant à chaque point de contact. Une entreprise aujourd'hui, elle a 18 canaux pour entrer en contact avec un client, côté B2B, et souvent ils en utilisent 3, l'email, le téléphone et le site web. Et comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on utilise les événements, comment on engage tout ça dans un même outil pour que le vente, les marketing collaborent mieux ensemble. Et c'est ça, monter à large échelle, comme tu le disais Jules, et de pouvoir être le plus impactant possible au message délivré. Donc, message à délivrer, multicanal, automatisation. Que peut-on rajouter ce qui a été dit Donc effectivement, la place du marketing est une place intéressante puisqu'il est entre le client qui se pose la question de savoir s'il va acheter ou pas
et le commercial qui doit apporter des leads et du business. Et donc, ce positionnement très particulier est assez compliqué. Et donc, la plateforme Marketing Automation est là pour faciliter ça. Je rajouterai juste à ce qui a été dit, c'est qu'à partir du moment où la plateforme de Marketing Automation est capable d'ordonnancer, de scheduler les interactions entre l'entreprise et les prospects clients, il est capable aussi de mesurer toutes ces interactions et donc identifier celles qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas, de manière à créer cette courbe d'amélioration continue au sein de la fonction de marketing, qui serait la dernière brique qu'il faut ajouter pour les plateformes de Marketing Automation. Et Oui. je peux ajouter quelque chose aussi. vas-y. C'est nos clients en fait qui sont communs, qui font des choix tous les jours dans leur entreprise pour accélérer un peu leur vente. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a quand même une mondialisation qui les imbrique et qui la frontière entre chaque entreprise est plus fine. Donc aujourd'hui, lancer des nouveaux business, ça devient compliqué. Donc comment est-ce qu'on monte une automatisation sur des nouveaux services, des nouveaux produits? Alors après, il y a plusieurs types de clients, vous allez me dire, ceux qui ont un marché très mature, de niche, et d'autres clients qui ont des marchés plus larges avec des marchés de conquête. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre ces deux-là. Et 80%, nous on a un Salesforce Lab Research qui analyse mondialement, là on a fait 6700 entreprises dans le monde, et on s'aperçoit que 80% des acheteurs professionnels en B2B sont plus aptes à avoir une expérience client plutôt que d'acheter un produit et service. Donc on sent que quelque part, c'est plus le produit et service qui fait la différence, c'est plutôt l'expérience globale. Et du coup, le fait de pouvoir créer un dialogue et d'intimité avec son client, c'est clé. Et l'automatiser, c'est l'enjeu de demain, parce qu'on veut être tout de suite mondial, plutôt que, je ne sais pas, vous connaissez Litchi, Sigfox, petites startups qui ont commencé à créer leurs clients. Vous mettez vos noms, prénoms, adresses dans Excel, et au bout d'un moment, quand vous avez le deuxième contact avec ce client, c'est plus Excel qui vous aide. Comment vous automatisez ça? C'est l'objectif du campagne automation. Je pense que ce qui est important aussi dans ce sujet-là, donc on parle de marketing automation, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que finalement, on n'est pas que finalement à envoyer des messages, que ce soit du SMS, que ce soit de l'email, que ce soit du social. Il y a aussi tout un tas de choses en termes d'automatisme qui se font du côté sales, comme la création de tâches chez les commerciaux, comme l'évolution de la donnée, des changements de segments. Et tout cet aspect-là est peut-être aussi un peu moins connu des gens qui nous regardent, qui voient ça souvent comme un outil de scénarisation email avant tout. Alors que finalement, le marketing automation, c'est beaucoup plus que ça. C'est finalement gérer ces segments, c'est finalement... comme tu le disais bien, gérer l'expérience utilisateur, qu'elle soit effectivement marketing avec les messages qu'on va pousser, mais finalement aussi commercial avec qui va s'occuper de toi, qui va t'appeler, quand est-ce qu'il va t'appeler, quand est-ce qu'il va te relancer. Et c'est finalement aussi tout ça, et notamment en B2B, dont on parle aujourd'hui. On parle beaucoup d'expérience, mais c'est finalement ça le plus important, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent démarrer à implémenter par exemple du marketing automation, à vouloir solutionner plusieurs problèmes, sans prendre en compte l'impact sur l'expérience globale. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir garder l'expérience client en tête pour qu'on puisse justement mesurer la performance. Très bien. N'hésitez pas en tout cas à rajouter des points, le plateau est tout à fait là pour ça. Mais on a vu quand même que, comme vous le disiez, c'est un terme qui est assez ancien, marketing automation, qui a eu d'autres connotations, etc. Est-ce que vous voyez une évolution sur le marché en France, en Europe, aux États-Unis globalement? Ouais, je pense que le marketing automation peut paraître comme un mot ancien, mais je pense qu'il est relativement nouveau, non seulement pour la France, et puis aussi comme dans beaucoup de pays dans le monde. Je pense que la France est un marché super intéressant, notamment parce que les entreprises déjà elles sont innovantes, et en plus elles sont ouvertes sur les nouvelles technologies, et ils comprennent l'importance d'avoir le marketing automation pour performer. J'avais vu un article du Nouvel Économiste qui disait que le chiffre d'affaires d'une entreprise peut augmenter de 9 à 10% au bout de 9 mois maximum lorsqu'ils ont implémenté le marketing automation. Et ça, c'est très important parce que je ne sais pas si vous connaissez Critisers. Critisers, c'est une plateforme qui permet de remonter des commentaires à leurs clients. Et je parlais avec Charlotte Desrosiers, qui est la vice-présidente marketing, que je salue, qui me disait ça m'a sauvé la vie de pouvoir implémenter du marketing automation parce qu'on a développé notre génération de leads de 253% lissée sur les 3 dernières années. Et d'un point de vue plus global, il y a des sociétés qui commencent à implémenter le marketing automation, notamment avec l'ouverture de WhatsApp Business, qui ont ouvert l'API l'année dernière. Et moi, j'adore WhatsApp Business, que comme je voyage pas mal, je vais pouvoir recevoir le check-in de mon avion, je vais pouvoir recevoir des informations sur mon vol, et ensuite je vais pouvoir communiquer avec la marque directement pour
pour avoir des informations sur mon vol. Donc je pense que le marché français est assez mature et nul besoin de dire que Station F, qui est le plus gros incubateur de start-up au monde, on a un très bon exemple. C'est un bon laboratoire, tout à fait. Guillaume, vous voulez compléter? Moi, ce que je pense, c'est, tu as raison de dire qu'on peut tester des nouvelles choses. Regardez ce qui se passe actuellement chez tous nos clients, et puis même nous, on est très volatile, on a de moins en moins de temps et de plus en plus d'informations et de plus en plus de données. Donc comment est-ce qu'on l'agrège pour que toute l'entreprise se mette en ordre de bataille pour mieux servir le client? Ça, c'est clé. 80% des leads envoyés par le marketing ne sont pas suivis par les commerciaux généralement. Donc il faut qu'on les aide et nous, c'est ce qu'on appelle aussi un peu, c'est fermer la boucle, close the loop. On commence par avoir détecté au fur et à mesure des signaux faibles. Est-ce que quelqu'un a cliqué sur tel site ou a téléchargé telle brochure, etc. Quoi de mieux que de le proposer à un vendeur qui va déjà appeler son client et lui dire, voilà, vous avez été aussi intéressé par telle information, et grâce à des cookies intelligents ou des relations, comme tu disais, sur WhatsApp ou des informations que tu as agrégées, derrière, toute l'entreprise a cette information et peut mieux collaborer au service du client. Donc c'est ça aussi l'enjeu de demain, c'est d'être bien percutant à chaque fois que vous rentrez en point de contact avec un client. Donc une maturité de la France et... Si on parle de la maturité de la France, je serais plus circonspect en fait. Certes, le marketing automation reste et dans nos études une priorité pour les unités de marketing pack. Malgré tout, le taux d'équipement des entreprises françaises est à peine de 30%. Il est plutôt inférieur aux entreprises, je veux dire, de la zone bière, donc Angleterre, Allemagne, Nordiques, Benelux, et très supérieur à celle de la zone vin, si on fait ces partages traditionnels de l'Europe, avec l'Espagne et l'Italie et la Grèce. Et on est un peu dans une position médiane, 30% de taux d'équipement, il reste à la fois beaucoup de conquêtes à faire, à convaincre sur l'intérêt de ce genre de solution pour l'entreprise et pour son chiffre d'affaires, parce que le marketing doit être contributeur au chiffre d'affaires de manière significative, et sur la montée en maturité de ceux qui ont commencé il y a quelques années, puisque malgré tout, en B2B, le marketing automation est beaucoup moins mature que ce qu'il ne l'est en B2C. En B2C, les grandes entreprises sont très largement équipées depuis des dizaines d'années avec la partie digitale. Le B2B est quand même, on rencontre aujourd'hui encore beaucoup d'entreprises qui hésitent, qui se lancent, qui ne savent pas comment recommencer, et il faut les accompagner dans ces démarches-là. Donc, maturité plutôt moyenne, je dirais, de la France au sein de l'Europe, telle qu'on le perçoit. Très bien. Oui, alors nous, on l'a vu venir, enfin on l'a vu un peu naître. C'est vrai qu'on était, je pense, parmi les premiers utilisateurs B2B en 2012-2013. Vraiment, il n'y avait vraiment pas grand-chose à ce moment-là sur ces sujets-là. Nous, c'est vrai qu'on est confronté à deux typologies d'entreprises. Il y a des entreprises finalement qui veulent générer des leads. Ça, c'est souvent un sujet qui les amène à aller vers l'automation parce qu'il me faut des landing pages, il me faut des formulaires, il me faut des call to action. Et finalement, pour faire ça bien et vite, je vais prendre un outil de marketing automation. Et puis il y a l'autre cas où finalement j'ai des très grosses bases de données, le business tourne, l'entreprise est historique, ça marche très bien, mais on veut finalement mieux scénariser notre expérience client, faire de les ventes mieux, faire du marketing mieux. Et finalement, on vient par l'autre côté. Et puis après, il y en a qui ont des challenges sur les deux pôles. Et finalement, ça va directement parler à des populations différentes aussi. Généralement, générer du lead, c'est des startups qui ont besoin d'aller vite. J'ai un message, un produit, un client, j'ai envie d'accélérer et de scénariser, d'automatiser ça. Et finalement, ils vont assez vite vers l'automatisation. Et puis des entreprises qui doivent, plutôt des grands comptes ou des entreprises intermédiaires qui veulent mieux parler à leurs clients. Et au milieu, finalement, on a un peu un mélange des genres où c'est des gens qui ne vont pas encore trop y aller, qui ne s'équipent pas encore. Il y a encore malheureusement pas énormément de use cases qui sont bien documentés, même si on voit de plus en plus des cas clients. On a besoin aussi, je pense, de laisser finalement les experts aussi arriver sur ce marché-là. On a besoin de gens pour faire fonctionner ces outils-là, autant chez les prestataires que chez les clients. Ils ne sont pas encore forcément très très nombreux malheureusement. Et je pense que les prochaines années, on voit quand même une vraie accélération, parce qu'il finalement il y a aussi un certain mercato de ces directeurs marketing qui commencent à migrer de boîte en boîte. Et finalement, ça se retraduit aussi par des initiatives qui commencent à gagner en expansion. Donc effectivement, peu de développement aujourd'hui, mais un gros potentiel de croissance. Et je pense que vous le voyez dans vos entreprises respectives. Là, j'ai l'impression qu'on commence à avoir quelques profils types de clients, d'utilisateurs. Mais la première étape, c'est de se demander à partir de quel moment on doit s'équiper de ce genre d'outils. Est-ce qu'il y a, selon vous, un critère, un indice qui permette de dire OK, on est 10 dans notre équipe, on doit envoyer X email. Est-ce que vous avez ce genre de KPI ou d'indicateur qui dit
À quel moment on doit s'équiper? Déjà, de façon globale, il est important de voir le marketing automation comme un outil qui va pouvoir permettre d'éduquer son marché, déjà dans un premier temps. Donc, je pense que c'est un outil qui est, n'importe quel outil de marketing automation peut être utilisé lorsqu'on a envie véritablement de pouvoir répondre à une attente de votre communauté, de vos clients. Parce que finalement, le marketing automation, les outils de marketing automation tels que les chatbots, il faut pouvoir les considérer comme des moyens de réponse aux attentes de vos consommateurs, puisque aujourd'hui les entreprises elles vont pouvoir développer, on voit pas mal de développement sur les attentes des clients, parce que les entreprises elles attendent de vous que vous puissiez leur fournir l'information immédiate, de façon contextuelle, de façon personnalisée. Et du coup, le marketing automation est un outil qui va pouvoir permettre de le faire. Donc à partir du moment où on a une attente de son marché qui demande une contextualisation, une réponse en temps réel, déjà c'est un premier critère. Oui, une réponse immédiate, une réponse personnalisée. Oui, je suis assez d'accord. Et moi je pense aussi, et ça dépend encore une fois du business de l'entreprise. Est-ce que c'est un business très de niche avec très peu de conquêtes, ou c'est vraiment, comme tu le disais, du lead, il faut absolument qu'on récupère des nouveaux clients très vite. Et souvent l'histoire est entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a généralement il y a une dominante en fonction du comportement de l'entreprise. Voilà. Et des fois, c'est plus les vendeurs qui connaissent très bien leur portefeuille client et qui vont avoir besoin d'agréger du contenu pour être encore plus percutant dans des ventes complexes. Ou alors, c'est effectivement une automatisation du marketing qui je dirais, s'auto-apprend tout seul. Et là, pose la question aussi de l'arrivée de l'IA. Justement, on arrive à personnaliser du contenu en fonction du comportement, du score, de behavior score ou du lead score. Est-ce que si j'ai 2000 leads sur les 6 derniers mois, je suis capable de faire un premier modèle et de dire à 98%, je pense qu'il faut faire du business avec tel client. Et donc, c'est tel canal sur lequel je peux engager. Ça peut être un chatbot, ça peut être sur les réseaux sociaux. Et du coup, intégrer ça pour définir un modèle et embarquer d'autres clients dans les mêmes modèles. Alors, pour rebondir sur ce que disait Philippe, moi aujourd'hui, si je suis marketeur et ça fait 10 ans que je suis dans la même entreprise, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les grandes entreprises, où les gens restent assez longtemps. On entend beaucoup parler du marketing automation. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous avez vu, vous, des signaux ou en tout cas des use cases particulièrement faciles à mettre en place, qui peuvent permettre de démarrer quand même, de conduire aussi le changement dans ces organisations et qui sont finalement un peu des portes d'entrée pour vos clients à se dire je vais adopter le marketing automation et voilà finalement le signal ou le sujet ou le use case qui va me permettre de faire ce premier pas. Je ne sais pas si du coup vous avez... Oui, alors il y a... Les étapes traditionnelles que traversent les entreprises qui utilisent Marketo par exemple dans son évolution, mais je pense que c'est similaire aux autres plateformes, la première étape, c'est souvent malgré tout d'arriver à crédibiliser le marketing comme étant fournisseur de revenus. Pas comme un centre de coûts. Pas comme un centre de coûts. Donc c'est souvent la première étape. On parle souvent de lead generation, lead management à ce moment-là. Et c'est nécessaire parce que l'évolution dans le marketing nécessite des mois et plusieurs années parfois pour monter vers un marketing extrêmement sophistiqué et efficace. Et donc il faut être assuré qu'on aura bien tous les budgets tous les 6 mois et que nos budgets ne sont pas coupés. Donc commencer par des choses simples de fourniture d'opportunités, alors soit en acquisition, soit sur nos clients existants. Il y a des changements qui sont intéressants sur ces deux stratégies, donc upsell, cross-sell ou acquisition, mais montrer qu'on fournit des leads aux commerciaux et aux forces commerciales. Je pense que c'est la première étape. La deuxième étape est en général ce qu'on appelle dans notre jargon le lead nurturing, c'est-à-dire être capable de parler aux clients qui commencent à t'intéresser, qui seront les clients de demain, dans 6 mois, dans 8 mois à l'entreprise, mais qui sont trop immatures pour que les forces commerciales s'y intéressent de manière efficace. Et donc là, il y a toute la montée en maturité de l'approche, donc accompagner le cycle d'achat, et non pas simplement le cycle vente, le cycle d'achat de ces clients et prospects, pour les monter en maturité et alimenter ce pipeline en amont du pur pipeline commercial. Et derrière, les stratégies les plus évoluées qui arrivent derrière en troisième étape, on va trouver tout ce qu'on appelle account-based marketing, donc cibler un certain nombre de comptes particuliers, qui chez Adobe on préfère appeler account-based experience, parce qu'on considère que c'est tout sauf un projet marketing. Quand on parle d'alignement sales marketing, il ne vaut mieux pas appeler le projet marketing. Et tout ce qui est aussi optimisation de cette usine à revenus,
dans sa grande diversité, puisqu'effectivement les clients, on va les attaquer sur un certain nombre de canaux, ça va dépendre de leur maturité, ça va dépendre de leurs besoins en tant que fonction dans l'entreprise, en tant qu'industrie à qui ils appartiennent. Donc il y a une très grande variété de personnalisation, très grand moyen de leur parler, en réseaux sociaux, événements physiques, appels sortants, appels entrants, on dépasse les canaux marketing, on agrège les canaux commerciaux dans ces approches-là. Mais qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui est pas efficace en termes de contenu, en termes de canaux? Donc optimiser toute cette machinerie-là est aussi un sujet extrêmement intéressant qui arrive dans la troisième étape de montée en maturité. C'est à peu près ce cycle-là qui est suivi par les entreprises dans leur Trois phases, donc lead generation, lead nurturing et optimisation globale avec ABM, ABX et attribution, donc optimisation globale du système. Et si moi je me mets à la place de nos clients, généralement, nous on utilise l'expression primo-accédant, un peu comme dans l'immobilier, hein, c'est des gens qui le font pour la première fois. C'est pas facile aussi du coup de savoir il faut que je forme mon équipe, est-ce qu'il faut que je recrute, est-ce qu'il faut que je prenne un prestataire, est-ce qu'il faut que je me fasse onboarder par l'éditeur, il y a plein de manières de le faire, est-ce que je commence sur un petit scope, est-ce que je commence sur un gros scope, est-ce que je fais du simple partout, ou est-ce que je fais du complet juste sur une division, et après je fais un rollout géographique, il y a pas mal de partis pris différents, on entend aussi un peu... Il y a des gens qui ont réussi en faisant différemment. Vous, est-ce que vous avez des conseils, peut-être Guillaume, Jules, sur comment vous imaginez ça, ou en tout cas des bonnes pratiques que vous avez vues avoir des facteurs clés de succès chez vos clients? C'est ma réponse, mais ta question, c'est si jamais... Des conseils que vous avez pour les gens qui vont se lancer, tout simplement? D'accord, ok. Déjà, je dirais commencer simple. Je pense qu'il y a l'erreur, ce serait de vouloir essayer de tout solutionner à la fois, essayer de tout régler. Moi, je dis que la première chose à faire, c'est de pouvoir déjà commencer petit, commencer simple avec un seul problème à régler et ensuite mesurer la performance en gardant en tête l'expérience client. Comme ça, vous pouvez ajuster en conséquence. Le deuxième conseil que je pourrais donner, tester. Commencez par tester avec des outils gratuits, TopSpot par exemple en propose. Et une fois que vous montez un petit peu en compétence en utilisant des outils gratuits, vous pouvez toujours télécharger des versions d'essai. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, là, vous pouvez vous lancer véritablement dessus. Et il y a aussi parfois, lorsque des capacités de production, c'est-à-dire des équipes marketing ne peuvent pas faire ou ne veulent pas le faire, faites-vous aider. Travaillez avec des consultants, travaillez avec des agences partenaires de la solution pour pouvoir justement vous accompagner sur la stratégie pour que le marketeur, lui, puisse se recentrer sur son cœur de métier ou sur des tâches à valeur ajoutée. Ouais, moi je partage, se concentrer sur un cas métier, un business process, que ce soit un prospect, un client ou des ambassadeurs, peut-être identifier des communautés. En interne De vos clients pour cibler la bonne audience. Et après, ce qui est encore plus difficile et ce qui est un vrai casse-tête pour les entreprises, c'est de marier l'audience, le canal et le bon contenu. Parce qu'on dit qu'il faut parler le langage de ses clients. Mais voilà, agréger toutes ces données avec du contenu hyper précis pour que les gens aient envie de revenir surtout. Parce qu'on peut les inonder et leur envoyer des emails, mais si ce n'est pas le bon contenu, ils ne vont pas le lire ou pas revenir. Donc voilà, il faut doser en fonction de chaque audience et commencer par un business process dans chaque catégorie de clients pour pouvoir les faire maturer et suivre un peu cette journée, ce voyage que vous voulez embarquer avec eux jusqu'à, bien sûr, plus que l'achat, puisque d'ailleurs on est capable de réinjecter dans un autre lead marketing sur du white space, sur de l'upsell. Donc c'est un fil continu et c'est souvent, commençons très simple et après on peut aller sur des parcours beaucoup plus compliqués de lancement de nouveaux produits, de lancement de nouvelles campagnes. Pour rebondir, la stratégie est importante. La stratégie est importante, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir commencer à visualiser le résultat qu'on a envie d'avoir. Et ensuite, on implémente la stratégie. Parce que l'erreur commune serait d'implémenter du marketing automation sans savoir vraiment ce qu'on veut chercher à solutionner, sans savoir vraiment quel est le résultat qu'on veut avoir. Donc le plus important, c'est de penser à une vision globale. Et ensuite, l'outil va permettre de le délivrer de la façon la plus efficace. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un A350 ou un A380 et vous allez être excité par tous les boutons, mais vous n'avez pas de plan de vol.
Ça. On peut chercher sa route, mais il faut savoir où on va. Et- Et donc, bon, c'est pas très bien quelles sont les campagnes qui vont marcher, qui vont pas marcher. Et donc ça, on peut tester, explorer, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. C'est quoi l'objectif final de toute cette démarche? On se projeter dans 2-3 ans en disant, je veux être là. Quand on regarde aussi cette progression, je dirais qu'il y a effectivement des choses qui ralentissent, comme le fait d'avoir ou pas des contenus, par exemple. Les gens qui ont déjà les contenus à pousser, il faut les reformater et les redécouper. Bon, on gagne du temps par rapport à ceux qui doivent créer les contenus. Mais néanmoins, le facteur le plus lent, celui qui freine le plus cette montée, c'est la confiance entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale, l'alignement marketing commercial. Ouais, Parce que la confiance, on ne peut pas mettre 2 fois plus de personnes, on ne peut pas embaucher une agence, ça se construit sur le temps et sur la progression. Et c'est cette confiance qui fera qu'un jour, un commercial qui parle à un client qui n'est pas encore mature va donner le lead au marketing pour qu'il soit traité. Cette confiance qui fait qu'un jour, le sales et les marketing vont simultanément attaquer avec les mêmes messages sur les canaux différents pour augmenter l'efficacité commerciale. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises dès le départ. Et donc, dès le départ, quand on commence ces campagnes, parler avec les équipes commerciales, regarder ce dont ils ont comme besoin, regarder ce qu'ils attendent du marketing et passer des accords avec eux pour travailler correctement. Peut-être un conseil aussi par rapport à ça, c'est que finalement, faire du marketing automation, c'est aussi digitaliser l'expérience client avec du marketing, avec de la vente. Et finalement, à démarrer, ça peut être aussi plus facile à le faire sur des produits qu'on connaît bien depuis longtemps, qu'on sait bien marketer, qu'on sait bien vendre avec déjà du matériel. Finalement, le risque de faire mal ou de faire à côté est aussi plus faible si on est sur un terrain qu'on connaît bien par rapport à une nouvelle gamme où finalement on est en train d'évangéliser. Là, la possibilité aussi d'être à côté pourrait être un peu plus élevée. Non? Ça dépend de la stratégie d'entreprise. Okay. Une stratégie d'entreprise, par exemple, on travaille beaucoup, nous, par exemple, avec les grands du monde industriel, qui ont en général effectivement des produits récurrents, je dirais presque Bachel si j'étais en stratégie, mais qui ont aussi des choses très innovantes. Si je prends des gens comme Saint-Gobain, typiquement, Domotique et autres, c'est des choses extrêmement importantes. Et là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que je supporte mon business récurrent ou est-ce que je me lance dans la prise de position, la prise de parole, la prise de leadership sur ces cabines de vente pour amener les clients vers moi. Et je pense que ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise et des attentes du marketing au sein de cette stratégie. Moi, j'ai 2 conseils aussi par rapport à la stratégie qui est souvent difficile aux entreprises à exécuter, puisque souvent, on la revoit, ces stratégies, donc il faut pouvoir être agile et faire des choses et prototyper, comme tu le disais, tester. En tout cas, je pense qu'il y a 2 choses aussi à dire, c'est quels sont les critères de succès, qu'est-ce qui fait que l'équipe va être successful, et nommer un porte-drapeau. Nous, on a chez Engie, par exemple, ils l'utilisent à haut niveau pour définir la stratégie marketing, mais ils actent local. Comment est-ce qu'ils font personnaliser du message par BU, par business, par pays? Là, ça commence à devenir un casse-tête chinois dans les grands groupes. Par contre, effectivement, dans les petites startups, on l'utilise aussi, mais voilà, pour étendre et pour vite se faire connaître. Donc voilà, deux types d'approches. Et par rapport à ça, du coup, si on retourne un peu plus dans les outils, est-ce qu'il y a une fonctionnalité, on sait, on fait tous à peu près la même chose, on fait des emails, on fait de la scénarisation, on fait du reporting. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité que vous trouvez aujourd'hui particulièrement centrale dans dans vos différentes plateformes qui peut du coup vraiment et où vous différencier ou du coup apporter vraiment de la valeur ajoutée à vos clients? Moi je dirais il y a 2 ou 3 fonctions clés qui sont pour moi extrêmement importantes. La première, c'est l'efficacité de la plateforme en tant que productivité pour les équipes marketing. La personnalisation, on a beaucoup parlé, l'expérience client, on a beaucoup parlé, ne fait qu'augmenter le nombre de campagnes à traiter. On ne peut pas avoir un discours personnalisé multicanal en faisant 2 ou 3 campagnes. Il va falloir cibler. C'est des campagnes plus petites, donc pour le même point de contact, plus de campagnes. Donc je pense que la productivité des équipes, être capable, avec les mêmes équipes, de sortir 3-5 fois plus de campagnes, comme témoignent les clients qui utilisent Marketo par rapport à d'autres expériences, c'est un facteur clé de succès parce que c'est ça qui va permettre effectivement de déployer. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est l'intégration extrêmement forte avec le CRM. Et l'une des raisons, c'est que beaucoup d'entreprises se positionnent de plus en plus vers de la stratégie d'acquisition, vers des stratégies de cross-sell, upsells, à cause de GDPR par exemple, qui freine un peu en ce moment l'acquisition parce qu'on les maîtrise mal. Et où sont les données
des clients qui vont être à exploiter par le marketing dans le CRM. Est-ce que le client a tel produit, il l'a pas, etc. Et donc l'intégration extrêmement poussée, et c'est une des forces de notre produit avec le et les CRM potentiels, est un facteur clé pour simplement faire. Donc on a des clients qui ont basculé d'une solution vers la nôtre parce qu'ils voulaient entamer une stratégie de upsell cross-sell et qu'ils n'y arrivaient pas avec la plateforme qui était essentiellement une plateforme d'acquisition. Et le troisième sujet, c'est que la plateforme doit traiter à la fois la totalité des canaux, pas juste être une machine à email, mais la totalité des canaux, y compris les canaux physiques. On peut parler d'autres canaux digitaux, mais les événements, les salons en B2B ont de l'importance et l'organisation correcte de ce type d'événement fait partie des fonctions du marketing sur lesquelles ils peuvent commencer parce que là on a des résultats concrets visibles par les sales, c'est très concret. Gérer de l'appui le visiteur anonyme si on est en digital ou le visiteur anonyme si on est sur un salon, les deux existent, jusqu'au moment où il va y avoir la véritable signature. Et capable de tracer tout, à la fois dans les interactions sales et marketing, donc cette complétude à la fois de canaux et de cycle de vente me paraît être une fonction importante sur laquelle témoignent les clients qui utilisent Marketo comme bénéfice de la solution. Donc l'intégration du CRM, le fait de suivre... L'efficacité pour l'équipe marketing, l'intégration avec le CRM et la gestion de la totalité des canaux sur la totalité du cycle de vente. Très bien. Guillaume, il me semble que Salesforce historiquement vient du CRM, puis ensuite a rajouté des briques. Que penses-tu de cette stratégie, des choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Olivier? Oui, je peux rajouter deux choses. Effectivement, nous, on vient, notre cœur, qui représente maintenant 30% de notre activité, c'est le cœur SFA, Salesforce Automation. Donc évidemment, Salesforce a beaucoup grandi. Maintenant, on fait de l'e-commerce, on fait des portails communautaires, des applications mobiles. Il y a 4 millions d'applications mobiles dans le monde. Donc voilà, donc ces données, on arrive à l'agréger encore sur cette cœur plateforme. Et le marketing automation tourne sur la même plateforme. Donc le modèle de données est le même. Donc pas besoin d'intégrer, pas besoin de remettre un reporting derrière pour injecter des données de réseaux sociaux. Voilà, on intègre tout ça sur la même plateforme. Le retour de nos clients, il est là-dessus, c'est qu'on fait une campagne maintenant marketing en une journée, alors que des fois on y passe une semaine ou 15 jours. Voilà, donc on gagne en performance et on gagne en partage de cette donnée et collaborative avec toute l'entreprise. Que ce soit au service client, ils ont accès aux campagnes qui ont été envoyées la veille à un client. Donc quoi de mieux que d'avoir un client au téléphone et lui dire vous avez reçu telle offre, alors qu'avant tout le monde fonctionnait un peu dans sa performance, son exécution de son domaine. Donc voilà, c'est cette synergie qui fait que l'entreprise peut tous se concentrer sur leurs clients et plus sur le problème à traiter. Très bien. Jules, vous aviez eu l'effet inverse. À la fois, vous étiez historiquement une solution de marketing automation et vous avez rajouté une brique de CRM donc pour accréditer ça. Que souhaitez-vous rajouter par rapport à ça, par rapport à cette importance du CRM dans la stratégie de marketing automation? L'importance du CRM dans la stratégie de marketing automation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'aujourd'hui, c'est primordial d'intégrer un CRM avec le marketing automation. Et nous, chez HubSpot, on l'a très bien compris puisqu'on a développé toutes nos fonctionnalités, tous nos hubs, marketing, sales, service et notre CRM combiné, qui est gratuit d'ailleurs, que je vous invite à utiliser, qui a été développé en interne. On n'a pas fait de rachat externe, on n'a pas fait de croissance externe, donc tous nos outils chez HubSpot ont été développés avec en tête la méthodologie inbound marketing, le concept de plateforme pour pouvoir justement guider l'utilisateur et le marketeur. Donc plus qu'une fonctionnalité, je dirais que nos clients aujourd'hui nous choisissent pour l'expérience client, la simplicité, l'intuitivité, le côté intuitif de la plateforme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de savoir ce CRM qui fait véritablement le socle de la plateforme HubSpot pour pouvoir justement naviguer rapidement avec votre stratégie. Très bien. Donc on vient de voir en tout cas 2-3 fonctionnalités, 2-3 attentes principales en termes de fonctionnalités. Est-ce qu'il y en a peut-être une autre vague en tout cas d'attentes, de features clés selon vous? De notre côté, on travaille beaucoup sur les moteurs d'IA. On a 3 fonctionnalités d'IA qui sont disponibles. Le lead scoring, donc on est capable de scorer la propension d'un client à acheter ou à ouvrir un email. Le deuxième, c'est le comportement, behavior score, donc mon comportement sur mes différents canaux, lequel je vais être le plus apte, et de faire une recommandation à l'utilisateur. On pense qu'il vaut mieux faire tel type de campagne sur tel canal à tel moment, et voilà le contenu, en plus qui est percutant pour votre business. Et le troisième, c'est toutes les recommandations, donc quelles sont les campagnes qui vont être le plus, je dirais,
performantes dans les années à venir, puisqu'on arrive à faire des data de modèle analysis pour pouvoir justement engager sur quelle audience, quelle campagne, et faire une recommandation au marketeur pour qu'il soit le plus imbriqué dans l'expertise de vente. Voilà, c'est les trois fonctionnalités. À ces fonctions-là, et on en parlera sur la roadmap probablement, mais donc le machine learning est effectivement quelque chose d'extrêmement important puisque la plateforme génère beaucoup de données. Il y a une fonction qui est extrêmement intéressante aussi, qui est la notion de bien comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Donc tout ce qui est attribution. Le parti pris qu'on a pris dans ce domaine-là, c'est de considérer que, on parle d'expérience client, les clients n'ont aucune idée des campagnes que le marketing tourne. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les touchpoints, les contacts, les points de contact. Et donc, tous les modèles d'attribution, comprendre pourquoi le client fait ou fait pas, adhère ou n'adhère pas, est totalement basé sur les interactions qu'il y a eu avec l'entreprise, que ce soit par le marketing ou par la communication, et non plus sur la notion de campagne, qui est en fait un artefact marketing qui n'est pas visible du tout par le client. Le fait qu'on les retargetait, qu'on les ciblait, tout ça, lui est totalement indifférent et invisible en plus. Et donc cette notion de tout centrer la mesure de l'efficacité sur les échanges qui ont effectivement eu lieu, soit par le marketing, soit par les équipes commerciaux, pour savoir ce qui a été efficace à la fois sur la durée des cycles de vente, sur le montant des promotions assignées, est aussi, je pense, quelque chose qui aura beaucoup d'avenir et qui est déjà présent dans nos clients. Donc la notion d'attribution, elle est in-house dans la solution, mais elle peut être aussi connectée via une autre solution récupérée. Alors il se trouve que cette fonction-là peut être utilisée avec notre plateforme de marketing automation ou avec d'autres plateformes de marketing automation, puisqu'en fait, elle est basée sur la notion d'interaction et pas la notion de campagne. Campagne, d'accord. J'imagine que vous avez sensiblement la même approche. De toute façon, quel que soit l'outil, aujourd'hui, relativement, je pense qu'entre nous, on a tous à peu près les mêmes fonctionnalités. Je pense que s'il y en a un qui a une fonctionnalité en plus, les autres vont la développer. Donc, ce qu'il faut tenir compte, je pense que c'est vraiment... C'est bonne guerre. Oui, voilà, exactement. Non, mais heureusement, d'ailleurs, c'est le marché qui... C'est le marché et puis, Olivier, je crois que tu disais, il y a 30% des sociétés en France qui sont aujourd'hui sophistiquées. Enfin, équipées. Donc... à partir de ce constat-là, je pense que c'est toujours important de prendre en compte l'adoption, l'expérience client. Est-ce que je vais adopter la technologie? Est-ce que je vais me sentir guidé dans la technologie? La fonctionnalité aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais vos clients, il y en a beaucoup qui n'utilisent pas l'ensemble des fonctionnalités de votre plateforme. Donc c'est important de prendre en compte toujours cette expérience client pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans la navigation d'outils. Ça reste simple, effectivement, pour tout le monde. Ce qu'on appelle la symétrie des attentions, simple pour le client et simple pour les employés. Alors, si moi je me remets du côté du marketeur, qui est souvent un peu ça pourrait être le directeur commercial finalement, qui voudrait mettre en place du marketing automation. Dans les faits, c'est souvent plutôt le CMO, ou en tout cas plutôt du côté marketing que ça se passe, où on va remplacer nos outils d'emailing par des outils un peu plus sophistiqués, notamment du marketing automation. Du coup, ça lève... on monte vite dans les tours, là, on parle d'IA, on parle de plein de choses qui sont finalement pas si concrètes pour nos clients, qui se disent comment je vais vendre mon projet de marketing automation en interne, d'autant que je ne sais pas exactement ce que je vais réussir à réaliser en termes de chiffres. Est-ce qu'on va rentabiliser ces outils? Ça représente quand même des investissements, même si effectivement c'est des budgets qui dépensent par ailleurs sur d'autres sujets. Comment aujourd'hui, les bénéfices principaux que je vais tirer de ces outils-là, comment je le vends en interne? Et finalement, sans prendre trop de risques non plus vis-à-vis de ma carrière aussi, parce que je suis quand même en train de vendre un truc où je ne sais pas exactement ou de manière très précise ce que ça va donner. Comment vous prendriez le sujet, ou qu'est-ce que vous conseilleriez à un utilisateur qui aujourd'hui est un de vos prospects, très accroché au sujet, qui a envie d'y aller, et qu'est-ce qu'il devrait mettre en avant en disant je vais choisir Marketo, je vais choisir HubSpot, je vais choisir la suite Salesforce pour accélérer en marketing et en vente? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors c'est un peu ma fonction, puisque j'appartiens à un groupe dans l'entreprise qui a pour vocation de développer des business cases pour les clients pour justement trouver le consensus sur ce genre de type de projet. Le critère le plus simple et le plus efficace, c'est la contribution du marketing au revenu. Et en interne. En externe, paradoxalement, c'est l'expérience client, effectivement, et c'est cette duplication-là, ce paradoxe-là apparemment qu'il faut combler. La contribution du marketing à la vente est le KPI. Est-ce que ça me rapporte 10, 20, 30, 50 ? Dans certains secteurs économiques, comme la technologie, le marketing apporte 60-80% du revenu. Là, la question ne se pose pas sur les budgets marketing. La moyenne
des sociétés qui utilisent des plateformes de marketing automation, c'est à peu près 20%. C'est-à-dire qu'il faut 20% du revenu est sourcé par le marketing. On ne peut plus s'en passer à ce moment-là. Donc pour commencer, pour des entreprises qui partent de loin, le seuil de 10% est à peu près le seuil minimal qu'il faut viser en contribution et surtout en capacité à le mesurer et le prouver. C'est le bon seuil parce que pour un chef d'entreprise, une entité qui lui fournit 10% de son chiffre d'affaires, de son revenu, ça fait partie de l'ordre de grandeur de croissance pour beaucoup d'entreprises. Ça devient un centre de profit. Un centre de profit. Et donc, on va moins négocier les budgets derrière. C'est à peu près ce capi-là. Après, c'est sûr que si l'entreprise a des cycles de vente de 18 mois, l'impact ne sera visible que de 18 mois. Donc, à ce moment-là, on coupe cet impact sur le revenu en utilisant le tunnel de transformation, en fait. Combien j'ai généré de leads, combien j'ai généré de leads qualifiés, combien j'ai généré de pipe, quelle est mon influence sur le pipe, de manière à faire patienter l'entreprise en attendant le frais chiffre sur le revenu si jamais les cycles de vente sont très très longs. Il n'empêche que le chiffre définitif, c'est celui-là, la part sur le revenu. Et c'est une vraie transformation pour le marketing parce que l'objectif du marketing ne devient plus que ses emails soient ouverts, ne devient plus d'avoir 50, 100, 200 personnes à son événement, mais il faut avoir les bonnes personnes qui demain feront les affaires. Il vaut mieux peut-être en avoir que 10 qui génèrent du business que 100 qui génèrent rien du tout. Et donc ça transforme la notion même d'efficacité du marketing, qui sans ça est une efficacité du marketing pour le marketing. Je veux que mes emails soient ouverts, je veux que les gens s'inscrivent à mes événements, je veux que mes gens regardent mes vidéos, je veux que les gens lisent mes contenus. Mais quand on est face à un board et qu'on défend son budget sur ces points-là, c'est très difficile de ne pas se voir vite, rapidement couper ses budgets. Et donc la pérennité et même l'augmentation du budget marketing qui est la base pour faire demain encore plus de demand generation, encore plus d'événements, encore plus de personnalisation, c'est la contribution. Ouais, non, mais Olivier, tu disais que le marketing doit convaincre les commerciaux. C'est le champion, le marketing, pour les équipes commerciales. Enfin, l'équipe marketing, son client interne, c'est l'équipe commerciale. Ouais, d'accord. Donc, il a un client externe qui est très important, qu'il doit comprendre. Il doit comprendre le parcours d'achat pour être un bon marketeur. Mais son client interne, c'est l'équipe commerciale. Et la manière dont il fournit même de l'information, on en a parlé tout à l'heure, par l'intégration avec la plateforme du commercial. Qu'est-ce qui est plus agréable pour un sales qui ouvre son outil de CRM que de trouver de l'information qu'il n'a pas saisie à l'intérieur. Parce qu'un CRM, je suis désolé, mais si c'est pour retrouver l'information que j'ai appelé mon client la semaine dernière et que j'ai dit que j'allais signer dans 3 mois, l'information que j'ai moi-même saisie dans le CRM, l'adhésion au CRM va être un peu difficile. Très bon pour les directeurs commerciaux, un peu plus difficile pour les hommes de base, ceux qui rament. Mais si en ouvrant cette plateforme, je trouve de l'information sur mon client que je n'avais pas, il est intéressé par tel sujet parce qu'il était cherché telle information, il refuse de parler sur tel sujet parce qu'il ne l'a pas fait. Tiens, il est brutalement actif sur mon site web sur tel sujet, donc c'est le moment que j'aille lui parler. Quelle bouffée d'oxygène à l'intérieur du CRM pour le commercial. Pour le commercial. Donc l'efficacité des forces commerciales. Oui, j'imagine que tu voulais faire le pendant avec la partie équipe marketing. Ouais, non, mais voilà, les bénéfices du marketing automation, c'est clairement de pouvoir automatiser un process manuel pour pouvoir justement prendre plus de temps sur la valeur ajoutée sur votre métier. Par exemple, aujourd'hui, sans marketing automation, le marketing envoie des leads aux équipes commerciales. Il va les envoyer de façon manuelle. Et ensuite, ça veut dire que les équipes commerciales, elles vont commencer à déblayer quels sont les leads qui sont intéressants pour elles. Et ensuite, au bout de 2-3 heures, vont dire « Ah, j'ai ce lead qui est super chaud, je vais pouvoir les appeler ». Donc le concept du marketing automation, c'est là où l'alignement commercial et marketing est intéressant. C'est voilà, on va pouvoir envoyer automatiquement des leads aux équipes commerciales basé sur un scoring qui est automatique, que vous aurez défini ensemble avec les équipes commerciales. C'est qu'est-ce qu'un lead? Et le lead peut être défini de façon différente dans chaque entreprise. Donc c'est aussi une excuse, un outil pour pouvoir véritablement commencer à collaborer avec les équipes commerciales. Et je dirais même, du point de vue de l'éditeur, qu'on puisse dans le process de l'achat à les inciter déjà à le faire. Parce que c'est hyper important aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la même chose de votre côté, d'avoir l'équipe commerciale on board pour pouvoir s'équiper de cette stratégie de marketing automation. Donc c'est l'avantage, les bénéfices, pour répondre à ta question Christian, du marketing automation, c'est que je vais pouvoir avoir la vie plus facile en tant que marketeur, parce que du coup j'ai un produit
qui répète mes actions de façon automatique, donc je me concentre sur la stratégie. Et côté commercial, eh bien, on traite que les leads de qualité, plutôt que de perdre du temps à essayer de dire au marketing « non, c'est pas ce lead-là qu'on veut » et on perd du temps. Ah ben, je partage complètement. Nous, nos clients, le plus gros retour qu'ils nous font, c'est ah, c'est dingue que les commerciaux fassent du marketing, puisque l'outil pour les commerciaux permet d'engager des clients, d'avoir tout l'historique et de pouvoir parler d'une voix aux clients tous ensemble, que ce soit le marketing, les ventes ou le service. Là, on parle de marketing et sales, mais le service est aussi dans l'acte d'achat, d'upsell, etc. Donc, un commercial peut tout de suite embarquer un client dans un parcours et peut même faire lui-même sa campagne de marketing de manière très locale sur son portefeuille de clients. Et ça, c'était pas trop possible avant, c'était le marketing qui gérait, alors que là, on délocalise et on fait faire des choses à valeur ajoutée aussi aux vendeurs pour le marketing. Donc, c'est vraiment un repenser comment les équipes collaborent demain. Je ne suis pas sûr que mon voisin soit d'accord, mais il y a beaucoup de clients qui ne sont équipés ni de marketing automation ni de CRM. Et un des conseils qu'on peut leur apporter, c'est de commencer par le marketing automation, qui va avoir des cycles de retour sur investissement plus courts et qui va être un des facteurs d'adhésion au programme de CRM, justement. Parce que l'un du grand défi du CRM, c'est l'adhésion des forces commerciales, quand ils ne l'ont pas utilisé depuis des années, donc ils ne voient pas l'intérêt. Et donc, mettre en place une plateforme de marketing automation pour récupérer la connaissance client à alimenter dans le CRM dès le départ est un facteur pour faciliter le déploiement du CRM. Et donc, pourquoi ne pas envisager de mettre la plateforme de marketing automation avant même le CRM? Du coup, moi je ne l'ai pas beaucoup vu, mais après pourquoi pas. Hein. Vous disiez tout à l'heure, Olivier, qu'il y avait de plus en plus de campagnes, de plus en plus personnalisées, donc forcément une volumétrie de campagnes qui a tendance à s'étendre. Du coup, ça rajoute des nouveaux sujets quand même dans le quotidien des marketeurs. Là où je faisais une newsletter peut-être dans le mois ou un événement dans le trimestre, je vais finalement faire plusieurs scénarios sur différentes gammes, sur différents sujets. Donc ça apporte de la complexité. Il y a un sujet de process, il y a un sujet de production qui, indépendamment de l'outil, est quand même assez important pour vous et pour vous trois. C'est quoi les qualités parce que voilà, vous m'avez vendu le marketing automation, je suis conquis, j'ai envie d'y aller. J'ai acheté un des trois et maintenant, comment je transforme aussi mon équipe? C'est quoi les qualités? Est-ce que c'est des gens que je peux faire évoluer vers ces nouvelles fonctions? Est-ce que c'est des recrutements que je dois faire? Comment on fait? Comment on les forme? Comment on emmène l'équipe en fait sur ces sujets? Et c'est quoi les qualités finalement, peut-être pour démarrer, les qualités d'un bon user marketing? Et je pense que vous en avez tous des super use cases dans vos clients, de gens qui ont fait des belles choses. C'est quoi les traits de caractère qui les définissent? Être curieux déjà pour commencer, vouloir le faire, être intéressé. On va pas le faire si on n'est pas intéressé. Je pense que la motivation c'est important, vouloir essayer d'explorer des nouvelles choses. Tu disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que je suis marketeur. Je pense que si quelqu'un était marketeur pendant 10 ans, je pense qu'il en a dû voir des nouveaux process d'acquisition client ou de nouvelles techniques marketing. Donc c'est une nouvelle technique marketing qui va permettre de communiquer avec votre communauté. En ce qui concerne le recrutement, le profil, il peut être d'un point de vue aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, on se rend compte que ceux qui veulent vraiment apprendre, nous, on est un hub, une académie HubSpot, et on peut passer des certifications. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à s'y intéresser. Et du côté d'un utilisateur HubSpot ou d'une agence qui est partenaire HubSpot, généralement, ils vont recruter ceux qui ont déjà quelques certifications. Donc, c'est un peu le point d'entrée pour démarrer. Mais peut-être que vous voulez un peu plus. En termes de personnalité, c'est un profil un peu multi-tout. Il a en général effectivement son origine dans le marketing, donc dans la créativité, dans le dynamisme. Il faut l'avouer, on l'a dit entre les lignes, mais il faut avouer que la mise en place de marketing automation, c'est aussi une phase d'industrialisation, donc une phase de régulation. Et industrialisation et créativité, c'est pas les mêmes qualités chez les personnes à trouver. Hein. Parce que finalement, ça apporte de la complexité et il faut savoir la maîtriser. Je ne dirais pas de la complexité, mais on a parfois dans les équipes marketing des créatifs dont la fibre essentielle, c'est à chaque nouvel événement, à chaque nouvelle campagne, faire un beau dessin, une belle création.
Dans le marketing automation, on va chercher au contraire la régularité, on va chercher la réutilisabilité. Scalabilité. La scalabilité et la réutilisabilité. Donc il faut être capable de, certes, être créatif, mais aussi de dompter cette créativité au profit de la productivité. Et certaines personnes ont du mal avec ça. Donc il faut être à la fois créatif, mais accepter ce côté industriel. Il faut connaître les technologies et connaître la science du marketing. Il faut avoir envie de travailler pour les sales, pour la force commerciale, puisque ça doit être son client interne. Il faut être capable de se remettre en question. C'est peut-être un peu plus facile pour les gens qui sont plus du côté sales que des gens qui sont du côté com, parce que des fois on a des marketeurs il y a un amalgame comme ça, marketing, com, où pour eux c'est peut-être moins facile, ils sont un peu plus loin du client, et ceux qui sont plus dans le marketing opérationnel autour des événements, pour eux c'est peut-être plus naturel d'aller vers cette convergence marketing-vente. Non, parce qu'il va manquer aux sales en fait le fait qu'il faille aussi, et c'est toute la difficulté, ne pas penser que cycle de vente, avec les stage 1, stage 2, stage 3 de son CRM, mais cycle d'acquisition. En fait, le marketeur doit penser comme son client, il doit être centré client. Et le client, il achète, il ne vend pas. Donc il y a le cycle d'acquisition du client, il y a le cycle de vente de l'entreprise, qui est modélisé dans le CRM. Il faut malgré tout être tourné vers l'utilisateur, à travailler pour les forces commerciales internes, mais en se préoccupant de son prospect, de son client, et de comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il a besoin pour acheter. Si on prend une fonction trop commerciale, il va être trop centré sur le cycle de vente, le lead à qualifier, lead mature, le band et autres, qui sont des critères de qualification très commerciaux, qui ne sont pas très utilisables sur notamment la mesure du comportement client, est-ce qu'il réagit bien et autres, ce n'est pas les mêmes critères que le commercial. Donc on est plutôt sur des fonctions marketing d'origine, mais qui veulent partie prenante dans l'entreprise, avoir un poids fort en tant que fournisseur de revenus et être prêt à mettre une usine avec les commerciaux de revenus. Mais il faut qu'il garde sa créativité. Il faut qu'il soit plein d'enthousiasme, mais pas pendant un mois. Il faut qu'il soit très enthousiaste pendant 2 ans. Donc être solide sur ces 3 ans, 4 ans. Il ne faut pas les démoraliser trop. Mais en fait, on invente toujours des choses et les clients sont de plus en plus exigeants, donc il faut se réinventer. Mais être capable de se remettre en question aussi. Si on n'est pas capable de prendre les leçons de ce que dit la plateforme de marketing automation en disant ça, c'est très sympa, mais ça ne marche pas, eh bien, il faut arrêter de faire ça. Donc il faut être capable de se remettre en question. Parce que ça, c'est peut-être moins fun, mais ça marche. Et ça, c'est peut-être super créatif, ça ne marche pas. Et comment on prend en compte tout ça? Et c'est des qualités donc, qui nécessitent beaucoup de qualités. Guillaume, vous avez un avis? Oui, pour nous, c'est une combinaison de 4 métiers, si je peux synthétiser. C'est évidemment les équipes audience qui vont cibler, comprendre la stratégie, dans quelle industrie, dans quel secteur, quel profil d'achat, qui vont les définir. Deuxième métier, c'est le contenu. Faire du contenu d'excellence, c'est compliqué. Est-ce qu'on s'entoure d'une agence ou est-ce qu'on a des hyper experts de notre métier? Alors, quand on est une start-up, évidemment, on a un seul produit, donc c'est plus simple. Mais quand on a une immense boîte, faire du contenu qui attire et qui éveille la curiosité chez les clients, c'est plus compliqué. Le troisième, c'est les événements. Souvent, c'est marketing opérationnel. J'organise des événements. Des fois, c'est délocalisé. Des fois, c'est des événements très stratégiques. Et la quatrième partie qu'on oublie souvent, c'est les partenaires, l'écosystème d'influenceurs. Souvent, quand on fait des ventes complexes, on a des influenceurs. Ça peut être dans le secteur public, de l'État. Dans la santé, c'est des docteurs. Enfin, voilà. Donc, c'est pas toujours facile de tirer en même temps son réseau, son écosystème. Et ça, pouvoir les embarquer, c'est un vrai sujet aussi. Voilà, et donc tout ça pour dire qu'une fois qu'on a ces 4 compétences, on peut arriver à monter, je dirais, une close loop, comme je le disais au départ, pour pouvoir être le plus performant. Et du coup, pour finir, un conseil dans le cadre de la mise en place, si vous avez un conseil à donner, je ne sais pas, à vos clients là, qui viennent de signer chez vous, qu'est-ce que vous leur conseillez un bon point important pour réussir leur projet? Nous, on a 2 parties. Une partie éducative avec un site gratuit en ligne de formation sur tous les sujets, ça s'appelle trailhead.com. Donc on a une gros écosystème de 4 millions de développeurs et de personnes dans le monde. Voilà, avec même des jeunes qui peuvent faire de l'IA. Moi, mon fils a téléchargé une application pour reconnaître des grenouilles sur son application mobile. Donc c'est assez ludique et on gagne des badges, on est inscrit dans des parcours.
Donc ça, c'est notre job aussi de démocratiser cette connaissance. Et la deuxième partie, c'est que chez Salesforce, on est des gens qui sont centrés sur le succès des clients et qui viennent vous conseiller. C'est compris dans le prix des licences, c'est la magie du cloud computing. Hein. On est tous obligés de faire que le projet soit un succès. Donc voilà, on les aide au mieux possible, on les met en relation avec d'autres clients, on leur montre des cas d'usage qui puissent mettre toute cette partie en place. Je vais rajouter quelque chose en profitant de cette audience, c'est que les summits aussi sont extrêmement importants. On a en ce moment une activité extrêmement chaude puisqu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne peuvent pas avoir ce workshop-là puisqu'ils sont à Las Vegas sur notre grand summit. On a juste 16 000 marketeurs qui suivent le summit en ce moment. Donc à rentrer dans ce genre de summit, c'est échanger, c'est bien entendu écouter les keynotes et autres, mais c'est surtout échanger avec ces alter ego sur qu'est-ce qui marche pas. Et on a sortir de sa bulle, quoi. Sortir de sa bulle. Ah, On a le même summit en cela, Europe. On en organise quelques-uns à l'EBG pour cela. Très bien. On en organise un notamment dans 2 mois à Berlin. Nous, on a le même en mai à Londres. Et nous, il borde en septembre. Club utilisateur aussi, c'est extrêmement important. On a plusieurs clubs utilisateurs en France, dont un à Paris, un à Lyon et dans d'autres grandes villes. Pas hésiter d'aller voir les autres. Partager l'expérience avec eux, c'est aussi une excellente manière de ne pas faire les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que ce qu'ils ont fait, et au contraire récupérer les bonnes idées qu'ils ont déjà développées. Donc sortir de sa bulle pour aller dans ces différentes directions. Jules encore. Alors les conseils de mise en place, déjà faire des ateliers avec les commerciaux, commencer simple, je l'avais dit tout à l'heure, n'essayez pas de tout faire à la fois. Mesurer la performance, et on parlait, un de vous deux avait dit, de bien vérifier, enfin se remettre en question. Je crois que c'est toi, Olivier. La remise en question, c'est ce qui va permettre aussi d'ajuster en conséquence. Ce qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'on peut permettre de voir tout de suite s'il y a eu un problème, plutôt qu'à l'époque se rendre compte 4 mois plus tard que finalement vous n'arrivez pas à être référencé, par exemple. Donc ça, c'est un premier point qui est assez intéressant, donc la rapidité d'exécution, et également se former. Regarder des formations à la demande, des formations vidéo. On a une académie qui est immense, avec énormément de certifications gratuites, la certification inbound qui est super connue, beaucoup d'utilisateurs longs. Je crois qu'on a aujourd'hui 163 000 certifiés inbound aujourd'hui dans le monde. Et l'académie, moi, c'est personnellement ce qui m'a vachement aidé pour mon métier chez HubSpot. Parce que je me formais. Chez HubSpot, on se forme tous sur l'académie pour qu'on puisse bien connaître l'outil. Donc ça, c'est super intéressant. Et il y a également les HUG, les HubSpot User Group. Je crois qu'il y en a certains qui connaissent. C'est que, si vous voulez, c'est un rendez-vous d'utilisateurs HubSpot. Donc, en termes de conseils de mise en place, ça permet de pouvoir partager des bonnes pratiques. D'ailleurs, il y a le HUG qui est en ce moment à Paris. Je crois dans les bureaux de Digimind. Donc, si vous pouvez regarder la retranscription, s'il y en a une, allez-y. Très bien, malheureusement le temps avance et on va conclure cette discussion avec vos projets de développement, votre roadmap. En quelques mots, sur quoi vous allez travailler, sur quoi HubSpot va travailler dans les prochaines semaines, prochains mois? On travaille beaucoup sur la roadmap de produits ou services en tout cas. On travaille énormément sur l'intelligence artificielle, on travaille notamment aussi avec le machine learning, avec le rachat des talents de Motion AI. On travaille beaucoup sur l'automatisation et la personnalisation et le scoring. Très important le scoring, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui va permettre véritablement de se concentrer sur justement des leads de qualité, donc améliorer toujours notre scoring et la partie service justement qui permet de pouvoir fidéliser les clients, puisque finalement là ça permettra de close the loop, fermer la boucle, pour avoir HubSpot de permettre d'accompagner les entreprises à tous les niveaux du parcours d'achat, que ce soit de la découverte de la marque jusqu'à la fidélisation des clients. Guillaume, notre gros chantier, c'est le référentiel client unique, puisqu'on est à la fois un des acteurs pionniers sur la même technologie, à avoir du B2B et du B2C. Donc de plus en plus d'entreprises B2B vont vers le C et du coup gérer sur une même plateforme des processus et des différents modèles dans chaque business unit. Donc c'est vraiment notre gros sujet. Évidemment, on agrémente par des fonctionnalités d'IA pour faire gagner du temps et à chaque employé quand vous connectez, et puis embarquer chaque client dans une journée qui est de la cohérence
et que chaque employé puisse disposer en mobilité, continuer d'avoir 100% des données qui sont partagées par l'entreprise et collaborer en temps réel. C'est vraiment le sujet de chaque personne actuellement. Ouais, si je peux rebondir juste sur la partie IA, c'est que au final, pourquoi l'IA c'est important? Parce qu'aujourd'hui, notre communauté, nos clients, ils s'attendent aujourd'hui à parler aux entreprises de la même façon qu'ils parlent à leur famille, à leurs amis. Donc, non, mais c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, on a envie d'être vraiment dans la personnalisation, dans la contextualisation. Donc, c'est là que c'est important d'avoir de l'intelligence artificielle pour que justement les marques puissent vraiment développer une relation quasi identique qu'elles ont avec leur famille, avec leurs amis, pour justement, et le marketing automation aujourd'hui peut véritablement développer cette contextualisation, cette personnalisation, cette intimité client, je dirais. Cette immédiateté, cette instantanéité à grande échelle. Notre roadmap, on a une activité, puisqu'on vient d'être accueilli au sein de la famille Adobe qui est extrêmement forte et puissante dans tout le monde du digital, dans les fonctions les plus sophistiquées, telles qu'on la rencontre notamment dans le B2C, mais à cause de cette partie expérience client qu'on retrouve de plus en plus dans le B2B. Notre activité dans les prochaines semaines, ça va être de faire en sorte que Marketo, qui est naturellement un hub, puisqu'il a aujourd'hui à peu près, je crois, autour de 500 partenaires technologiques qui s'intègrent avec la plateforme pour récupérer les données, qu'on soit avec le même niveau d'intégration avec les produits Adobe. Et l'ouverture des deux plateformes fait que ça va être assez rapide. Et puis l'autre, on en a déjà parlé aussi, c'est qu'il y a une grosse initiative chez Adobe qui s'appelle Sensei, autour du machine learning et de l'intelligence artificielle, et bénéficier de ça. Donc Marketo avait pris l'initiative, notamment avec des capacités par exemple à trouver la liste des comptes qu'il faut cibler en ABM, la liste des bons contenus qui marchent, là, etc. Et cette initiative cross au sein du monde Adobe nous renforce en termes de R&D, de capacité à déployer rapidement. demain et encore plus vite sur le machine learning et sur donc l'automatisation. Très bien. Et Christian, aussi, quels sont tes prochains Alors nous, développements? on n'a pas de technologie, nous on travaille avec, effectivement avec les éditeurs. Nous, on arrive finalement dans un marché qui est en forte croissance. Notre objectif cette année, c'est de recruter encore une quinzaine de personnes avant la fin de l'année. Donc effectivement, nous, on a des gros sujets effectivement, de fabriquer tous ces experts dont on parlait un petit peu plus tôt, de les fabriquer, puis de les trouver, et puis de les développer. Pour accompagner toutes les entreprises qui vont adopter vos différents outils et faire en sorte qu'ils en obtiennent des résultats et que ça dure et que ça se développe et que ça aille dans la bonne direction. Donc c'est un gros challenge aussi pour nous d'accompagner votre croissance à vous sur tous ces sujets. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre d'être venus, intervenus, commenter votre actualité, mais aussi le marché actuel. L'actualité pour nous aussi, c'est le Digital Benchmark qui a lieu donc fin mai, 22-24 mai, qui est organisé par le BG, pour lequel on aura aussi une table ronde mais avec cette fois-ci du côté annonceur, qui viendra dire l'utilisation, les freins, les problématiques qu'ils ont rencontrées. Tout ceci, ça sera donc à Berlin, sur lequel je vous invite à vous inscrire. Donc c'est ebg.net/Berlin 2019. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.